Merci au Festival des Créatifs d'avoir proposé ce film et ce beau panel. Alors peut-être je vais commencer par vous présenter. Florence Hainaut, tu as été journaliste pendant 10 ans, en radio, en télé, pour la RTBF. En 2016, tu démissionnes pour devenir freelance et tu entames dans la foulée un master de spécialisation en études de genre. En 2021, tu co-réalises ce documentaire qu'on a pu voir avec Myriam. Et tu viens de sortir, j'ai pas le livre sous les mains, mais pourtant je l'ai. Tu viens de sortir un livre qu'on va vous montrer après, qui s'appelle Cyberharcelé, 10 étapes pour comprendre et lutter, qui est préfacé par Myriam. Myriam Leroy. Toi, tu as fait tes études de journalisme à l'UCL, tu vas à Bruxelles, et tu as longtemps enseigné l'écriture de presse aux étudiants qui t'ont succédé sur les bancs de l'université. Tu as travaillé, alors toi, tu as fait 15 000 trucs. Tu as travaillé comme journaliste freelance pour à peu près tout ce qui se fait d'organes de presse écrites en Belgique francophone, mais aussi en radio et en télévision. Tu as fait une pièce de théâtre, tu as écrit des livres. 4. Comment? Tu as fait combien de pièces? 4. Je ne fais pas tout parce que sinon on n'aura pas temps pour les questions. Mais tu as écrit des livres, dont certains, dont le premier, ton premier roman a été nommé au Goncourt, quand même, c'est un peu la classe. Tu fais pas les choses à moitié. Et tu as écrit un recueil de nouvelles, Out of Office, pour la collection Belgique des éditions Caire, en octobre 2022. Et en ce moment, tu travailles au scénario d'une série télévisée. Je sais pas si que je suis en train de lire et qui est super. Tout à l'heure. Et Morgane Boumvala, tu es chef de projet à la Public Discourse Foundation. Et tu as été responsable du développement du projet Stop Hate Speech à l'Alliance F de 2019 à 2023, où tu t'es spécialisée dans les questions de haine et de discrimination en ligne. Ce projet continue de se développer dans le cadre de la Public Discourse Foundation. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir encourager un large public à réagir au phénomène grâce au contre-discours, au phénomène de cyberharcèlement grâce au contre-discours. Alors peut-être que, pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire, qui est sorti donc il y a 2 ans, c'est ça? Comment est né ce projet de documentaire et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette question? Florence et moi, on était consoeurs au sein de du même grand groupe audiovisuel, de l'audiovisuel public belge. Mais on se connaissait pas plus que ça. On avait quand même fait quelques fêtes. On a fait quelques fêtes. On s'est bourré la gueule 2-3 fois. Mais on n'était pas très intimes. Voilà. Et nous le sommes devenus le jour où nous avons eu le même harceleur. Et ça nous a beaucoup rapprochés, parce qu'on s'est longtemps demandé ce qu'on pouvait en faire de ce harceleur. Et à un moment donné, on s'est dit, mais si on en faisait du compost? Et ce documentaire, c'est une manière de composter le monceau de déchets que ce gars, et puis d'autres, et puis encore d'autres, nous ont jeté au visage. On n'avait pas pensé tout de suite à un... En fait, quand on a eu un harceleur commun, on s'est dit, à ce moment-là, j'ai contacté Myriam, et c'était plus ou moins la seule personne que j'aurais pu contacter sur le sujet, parce que la réponse globale de la société est toujours de dire, encore aujourd'hui, c'était déjà pas génial en 2014, mais je trouve qu'en 2023, ça devient grave, de dire regarde pas, c'est des trolls, faut pas que tu fasses attention, c'est le revers de la médaille. Et j'étais très fâchée, je crois que je suis née très fâchée, j'étais très fâchée, je dis, mais non, faut qu'on porte plainte, faut qu'on fasse quelque chose. Et puis après, on s'est dit, mais allez, c'est tellement moche ce qui nous arrive, en fait, il faudrait faire quelque chose de concret de ça. Et on savait pas quoi faire, donc on se disait, je sais pas, une broderie, un happening. Un flash mob. C'était l'époque des flash mobs. Et puis à un moment, on s'est dit, mais en fait, on est journaliste. Voilà. Et on râlait sur le fait qu'il n'y avait pas de couverture de presse adéquate du phénomène et que c'était vraiment traité comme... Mais en fait, on pensait qu'on ne serait pas crédible en endossant ce sujet. Donc, on avait au départ demandé à un gars... Un vieil homme blanc. Voilà, on va te donner toute notre expertise, tous nos témoins, tous nos amis, toutes nos connaissances. Et toi, tu vas faire un film sur le sujet parce que comme tu es un homme, tu es mieux. Et puis, c'est un peu, on est parti avec lui qui est devenu notre producteur et puis on s'est séparé de ce producteur puisqu'il se fait qu'il était un petit peu tout ce que nous
tentons de dénoncer dans ce film. Et on s'est autorisé à le réaliser nous-mêmes. C'est la productrice qu'on a rencontrée qui nous a dit, en fait, vous êtes journaliste, vous allez le réaliser vous-même. On a fait, oh, c'est fou ça comme idée. Et donc voilà. À la base, on voulait absolument que ce sujet soit traité de manière journalistique et de manière adéquate et donc de manière politique, parce qu'on trouvait que c'était ce qui manquait. En tout cas, nous, ce qui nous avait très fort manqué dans, j'en parle au passé, c'est pas du tout passé. Je veux dire, on est encore harcelé. On est encore harcelé de manière quasi quotidienne, mais on a été tellement solitaire dans cette expérience et dans la. Si on s'est bien entendu, elle est cool, hein, mais je veux dire, c'est aussi parce que à un moment, il n'y avait pas d'autre interlocutrice. Il y a que Myriam qui pouvait comprendre ce que je lui disais. Il y avait que moi qui pouvais comprendre ce que Myriam me disait parce que tout le monde et même nos compagnons, etc., disaient allez, fais pas gaffe, faut pas que ça te touche. Alors, tu souffres, ça rase à autre chose. Et tu une femme. Et donc, on voulait, à la base, ce film, il s'adressait aux femmes victimes et aux femmes témoins. Et l'idée, c'était de leur donner vraiment une lecture adéquate du phénomène parce que moi, c'est ça nous a manqué à toutes les deux. Et moi, pour reprendre il y a évidemment eu des épisodes particulièrement violents. Et moi, ça a été quand j'ai commencé à présenter l'émission politique sur la RTBF. J'étais déjà habituée, je faisais déjà de la télé, etc. Mais l'émission politique, ça a été l'enfer. Et à l'époque, je comprenais pas le phénomène. Et donc, je me suis dit au début que si tout le monde me tombait sur la tronche et alors, je me doutais quand même bien que lire chaque dimanche que j'avais sucé des bites pour réussir, c'était bof. Ça me plaisait pas des masses, mais j'ai pas compris à quel point c'était de la misogynie et à quel point c'était une partie de la société qui corrigeait ce qu'elle estimait être une anomalie, c'est-à-dire une jeune femme qui présentait une émission politique. Et je l'ai pris personnellement. Je me suis dit que ces gens voyaient quand même que j'étais pas à ma place et pour qui je m'étais pris à penser que je pouvais présenter une émission politique. Et cette solitude et cette remise en question de ce qu'on est fondamentalement, on voulait l'éviter finalement aux victimes, aux futures victimes, en leur expliquant en fait ce qui était en train de se passer. Et puis expliquer aussi à tous les autres ce qu'on était en train de vivre et qu'ils essayaient de nier. Parce que moi, je pense que j'ai eu un tout petit coup d'avance sur toi. Toi, tu t'es drapé dans le déni pendant quand même quelques années de plus. Heureusement, un jour tu m'as réveillée. Et moi, mes collègues me disaient, mes collègues hommes, attends, ça n'arrive qu'à toi. Ou c'est marrant, tu les attires. Oh, tu les attires. À mon avis, ils sont amoureux. Oui, il faut dire que tu es fort clivant. Donc moi, toi, tu l'as fait surtout pour les autres. Moi, je l'ai fait surtout pour moi, en fait, pour avoir un moyen d'ouvrir les yeux de mon entourage. Je sais que beaucoup de bonté et beaucoup d'égocentrisme ont donné ce film. L'alliance. Voilà. Après, si tu pousses pas sur stop, on peut tenir une éternité. À un moment, prends ta place. Ça va, je vais vous faire. Morgane, toi, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la question des cyberviolences et comment est-ce que ça est arrivé? En fait, je pense que c'est avec tout ce qui a suivi un peu MeToo, que tout à coup on en parlait beaucoup. Et quand on a lancé le projet Stop Hate Speech, c'était un peu le même constat, c'est-à-dire que nous on était dans une fêtière de femmes, donc on accompagnait des politiciennes majoritairement, mais aussi des journalistes, enfin des personnes qui ont de la visibilité. Et c'était ce constat de dire ok, alors ces femmes-là se retirent de la politique, c'est vraiment pas de leur place publique, soit sur les réseaux sociaux. Donc on a des politiciennes suisses qui ne sont pas sur les réseaux sociaux pour se protéger, des militantes qui ne répondent plus aux médias parce qu'elles se font trop attaquer derrière, etc. Donc vraiment de voir, ok, le constat est parti vraiment des femmes qui se retirent de leur visibilité. Et on s'est dit en Suisse, c'est pas ou très peu un sujet encore. C'était en 2019. 2018. On n'a pas de chiffres, on sait pas. Alors c'est un phénomène qui existe, mais on n'en sait rien. Et on a plein d'acteurs qui peuvent aider. Et là, on est chacun un peu de notre côté. Du coup, on s'est dit, alors on va créer Stop Hate Speech. C'est un projet qui va allier la société civile, parce que c'est quand même la société civile qui est le plus impliqués, on va dire, les personnes qui ont cette visibilité-là, et puis la science. Et puis c'est là où on a commencé à collaborer avec le PFZ à Zurich pour en savoir plus, avoir les données, parce que en Suisse ça existe quasiment pas, les données sur le discours de haine, qu'ils soient sexistes ou autres, et à l'échelle mondiale aussi peu en fait. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet. Il paraît qu'en Suisse, le sexisme, c'est pas
pénalement? Ouais, alors on a une loi pénale antidiscrimination qui protège tous les propos qui vont attaquer quelqu'un en fonction d'une identité d'origine. Donc l'origine, la religion, l'orientation sexuelle maintenant depuis 2-3 ans, mais pas le genre et pas plein d'autres discriminations. Ce qui veut dire que il y a pas de pénalité à insulter toutes les femmes. Mais en Belgique, mais si tu précises l'origine de la femme, c'est ça. Là ça devient du discours de haine et du coup c'est commis d'office. Oui, ça, en fait, chez vous l'intersectionnalité, ça n'existe pas. Non, mais chez nous non plus. Les discours de haine, tout ce qui est écrit et public en Belgique est protégé comme le journalisme est protégé. Oui. Donc ça c'est régi par le droit de la presse. On dit souvent en Belgique, c'est vraiment le Moyen-Âge, et en travaillant sur mon bouquin, j'ai découvert la Suisse. La histoire. Alors là, ça c'est génial. Mais donc c'est pareil. Il n'y a même pas de loi sur le harcèlement chez nous. Il y a le sexisme, ça, il n'y a pas harcèlement. C'est génial. Justement, moi j'aimerais bien savoir comment a été reçu votre film, c'est-à-dire de un, est-ce qu'il a ressuscité des vagues de harcèlement? J'imagine que oui. Et de deux, est-ce que du coup ça a permis aussi de mettre ce sujet-là sur le devant de la scène? Nous en France, on a eu il y a eu une forte couverture médiatique du film qui est sorti, je crois, entre 2 confinements, pendant le confinement, donc qui était à un moment qui a été diffusé en plein match de foot c'est quoi, France-Allemagne? Ouais, pendant sur Arte. Personne. Grâce aux internets. Mais du coup, est-ce que ça a permis de faire émerger ce discours et ces sujets-là, enfin de légitimer en fait le fait que c'est un réel problème sociétal global? Et si oui, du coup, est-ce qu'il y a eu... Non. On l'a cru l'espace d'un instant, parce qu'il y a même eu notre ministre de la Justice qui a été invité à regarder le film et qui en a vu des petits bouts. Ouais. Il n'aurait pas le temps. Mais d'après lui, parce que nous, on milite beaucoup pour que justement les discours de haine sexiste soient sanctionnés au même titre que les discours de haine raciste et antisémite, parce que pour l'instant en Belgique, c'est les 2 seuls critères de discrimination qui sortent. Je peux? Oui, vas-y. Ouais, d'accord. Voilà, c'est mon sujet favori. Quand je dis que la Belgique c'est le Moyen-Âge, il faut quand même que je vous explique. Donc nous aussi, on a un système qu'on arrête d'expliquer au monde parce que personne le fédéralisme, tout ça. On arrête d'expliquer au monde parce que les gens ne comprennent pas. Mais il y a quand même une spécificité en Belgique par rapport aux discours de haine qui se tiennent sur Internet, qui sont tenus via Internet. C'est qu'en 1831, donc Belgique, naissance de la Belgique 1830, 1831, tu vas faire tout. Je le fais vite, je te jure, je le fais vraiment vite, quoi. Ils écrivent une constitution, trouloulou les balous, etc. Et ils se disent qu'est-ce qui est important? Une des choses importantes, c'est de protéger la presse. Et à ce moment-là, pour protéger la presse, il faut définir ce qu'est la presse. Et en 1831, la définition qu'ils donnent de la presse c'est ce qui est écrit et public. Et cette définition, c'est l'article 150 de la Constitution. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc, aujourd'hui, est protégé est protégé tout ce qui est écrit et public. Il y a 2 exceptions à ça qui ont été introduites après la naissance de la première loi contre le racisme en Belgique, qui sont à l'exception du racisme et de l'antisémitisme. Donc, si on écrit publiquement des choses racistes et antisémites, on peut être poursuivi au pénal. Mais si on est transphobe, homophobe, misogyne, etc., ça va. On est protégé comme un journaliste. Et donc, c'est ce qui fait que c'est très difficile pour des Belges harcelés de s'adresser à la justice, en fait, parce que la justice dit désolé, en fait c'est écrit et public, donc même si le délit est constaté, il n'est pas poursuivi. Donc il tombe dans une sorte de faille spatio-temporelle où il ne se passe rien. Alors, et les harceleurs le savent et ils en profitent évidemment. On est déjà un petit peu plus loin que vous, c'est-à-dire que nous, sexisme c'est pas bien, mais néanmoins on arrive quand même pas à le poursuivre. Voilà, c'est pas légal, mais c'est pas poursuivi. Voilà, exactement. Mais merci la Suisse d'avoir parce que j'ai toujours dit la Belgique c'est le moyen. Oh punaise, la Suisse. En Suisse quand même, je le précise, si on est attaqué en tant que femme, c'est pas protégé. Donc c'est-à-dire que si on m'insulte moi, je vais pouvoir aller porter plainte parce que pour atteinte à la personnalité. Il y a d'autres articles de loi qui vont nous protéger. Mais pas en raison du genre. Le genre n'est pas un critère de discrimination. Non. Mais je connais, par exemple, il y a une politicienne très récemment qui a porté plainte contre 350 ou 450 commentaires haineux qu'elle a reçus suite à une intervention politique. Elle a porté plainte pour notamment atteinte à la personnalité. Il y a 12 des personnes qui ont écrit ces 350, donc une minime portion, mais qui ont été entendues par la police. Le procès est en cours, etc. On peut quand même faire
valoir ses droits quand on est attaqué, et ça se fait de plus en plus, même si c'est très compliqué parce que c'est Internet, parce qu'il faut que le commentaire ait été publié depuis la Suisse, sinon voilà, on peut pas porter plainte en Suisse, parce qu'il faut pouvoir identifier la personne. Voilà, il y a plein de... Et puis il faut des ressources à la police qui soient spécifiques pour ça. Ce à quoi on se heurte aujourd'hui, c'est la justice. En fait, c'est les personnes qui rendent la justice. Oui, je viens de perdre un procès. Là. Mais bien, par un juge qui a décidé de ne pas juger. En fait, il a dit ça ne regarde pas la justice. Ce sont des enfantillages. Pourquoi ne pas faire une médiation avec ce monsieur? Mais bien sûr. Et voilà. Donc, ça m'a coûté l'équivalent de 6 000 francs suisses pour avoir un jugement disant que le mec n'allait pas juger. Et c'est le même juge que j'ai dans mes 2 prochains procès. On va essayer de le faire accuser. Donc, un des freins, non seulement c'est très difficile d'avoir accès à la justice, ne fût-ce que pour des questions financières, en fait. Enfin, un procès, c'est 10 000 €. Hein. Je veux dire, ça reste un loisir de riche pour pouvoir se défendre. Peu importe de quoi on est victime, mais c'est quand même extrêmement cher. Donc, c'est déjà un vrai privilège d'avoir accès à la justice. Et quand vous êtes... Alors, nous, on a... donc, pas moi, non. Sur celui-là, c'était sur fonds propres. Mais sinon, sur d'autres procès, on est aidé par l'Association des journalistes professionnels belges, ou moi, dans un autre cas, par un média pour lequel je travaille. Et donc, quand on a ce privilège de pouvoir avoir accès à la justice, on se retrouve face à Jean-Louis, 65 ans, qui estime que c'est pas saisonnier. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, Jean-Louis, 65 ans, qui a dit dans son jugement que le titre de notre documentaire était inélégant. Oui, voilà. C'est pas vrai, Jean-Louis. C'était le but. Mais justement, en fait, on se heurte, comme assez souvent d'ailleurs, au fait qu'il y a... Il s'appelle Patrick. Il y a des problèmes sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois la question de la législation, puisque la législation va, comme le temps de recherche d'ailleurs, beaucoup plus lentement que l'avancée des usages des réseaux sociaux, et que les personnes qui écrivent les lois ne savent pas utiliser TikTok, ni la plupart des réseaux sociaux. Et d'autre part, par l'application des lois, qui fait que de toute façon, quand bien même c'est légiféré, et c'est ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont poursuivies, au final, sur une centaine de commentaires, il y a une centaine de personnes harcelantes, il y a que quelques personnes qui vont être inquiétées et qui vont être condamnées. En fait, il y a un problème global là-dessus. Ce qui m'amène à ma prochaine question, de savoir où est-ce qu'on en est des plateformes, puisqu'on a, il me semble, une circulaire, est-ce que c'est pas européenne? Ouais, le Digital Service Act. Qui s'apprête à arriver en février, c'est ça? En fait, qui a été voté en août et dont certaines dispositions vont être appliquées en février. Alors, si ça a passé la barre de l'Europe et de la législation européenne, je veux pas savoir ce qui s'est passé comme lobby, ce qu'il y a eu comme lobby derrière. Donc, à un moment, c'est que les plateformes, et c'est ce qu'on montre dans le film aussi, c'est qu'elles se sont toujours cachées en disant, nous, on vous fournit de l'électricité, et puisque les gens, s'ils électrocutent des gens avec, c'est pas notre souci, on fournit une page blanche, voilà. Et à un moment, c'est allé tellement loin, et pas tellement loin parce qu'on abîme toutes les minorités et les publics minorisés du monde entier, c'est allé tellement loin parce que ça a déstabilisé des démocraties, que l'Europe a tapé du poing sur la table avec toute la force que peut représenter l'Union européenne, en disant, maintenant ça suffit, vous devez prendre vos responsabilités par rapport, vous n'êtes... En fait, l'idée, c'est que quand on a un éditeur de presse, on est responsable de ce qu'on publie. Et c'est difficile de prendre les plateformes pour des éditeurs de presse, sinon ils seraient attaqués tout le temps parce qu'ils publieraient tout le temps plein d'horreurs, mais il y a une espèce de compromis qui a été trouvé quant à leur responsabilité. Et surtout ils se sont toujours cachés en disant on n'a rien à voir, et on sait que c'est faux, entre autres grâce aux lanceuses, c'est principalement des lanceuses d'alerte. Je voulais juste appuyer le genre, qui sont sortis des plateformes en sortant des documents confidentiels qui montrent en fait non seulement les algorithmes des plateformes sont manipulés pour que les contenus les plus clivants, les plus haineux soient poussés, parce que c'est des contenus qui font que les gens restent, s'engagent, passent du temps, et ça c'est le business des plateformes. Et donc ils ne peuvent pas dire désolé, nous on n'a rien à voir avec ce qui se dit chez nous, parce que c'est leur modèle commercial. Ouais, c'est leur modèle commercial. En fait, leur modèle commercial, c'est nos stigmates, pour faire court. Et donc le Digital Service Act il y a toute une série de dispositions qui sont très intéressantes, mais dans celles qui m'intéressent, ils vont devoir être plus clairs sur les critères de modération et la manière aussi dont ils programment les algorithmes, et ils vont devoir collaborer avec les pays, c'est-à-dire que dans chaque pays de l'Union européenne, dont vous ne faites pas partie, sinon j'aurais pas payé mes clopes aussi peu cher pour aller chez vous, il y aura une espèce de service public de référence auquel normalement les citoyens et citoyennes pourront s'adresser en disant
voici un contenu dont je suis victime sur les réseaux sociaux, il est illégal au regard des lois de ce pays et ce service sera en contact direct avec les plateformes pour le faire retirer. Après, ça va normalement se mettre en place en février. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a un budget de 0 € qui a été prévu pour ce service, voilà, pour la grosse volonté politique derrière. Donc le Digital Service Act devrait, en fait, remet un petit peu de responsabilité vers les plateformes, mais si ça a été accepté par les plateformes, ça a été accepté par X. Je pense que ça a été imposé. Ça a été imposé par X, et donc là, Charla, dans 2 mois, X n'est plus là, parce que X ne va pas respecter le Digital Service Act, et à un moment, enfin, il y a bien des choses positives et négatives sur l'Europe, mais le côté positif, c'est que c'est un mastodonte et qu'à un moment, l'Europe peut se permettre de dire time out. Et donc, il est possible que dans les mois qui viennent, X soit interdit en Europe parce que X ne respecte pas, en tout cas, toutes des dispositions sur la désinformation. Et comme Elon Musk a évidemment l'idée de génie de tweeter des trucs antisémites, c'est en train de se tendre. Et donc, il n'est pas impossible qu'à un moment X soit interdit en Europe. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Ouais. Oui, et la Suisse suivra. Elle met toujours un peu plus de temps, vous savez, mais tout ce qui est fédéralisme, on va suivre avec le Digital Act. Ça va juste prendre quelques temps. Quand vos 17 niveaux de pouvoir se sont mis d'accord. Après nos 18. Est-ce que les harceleurs vont venir en Suisse en attendant de pouvoir harceler depuis la Suisse? Oui, asile. Et Morgane, toi, du coup, tu t'es beaucoup intéressée au phénomène de violence en ligne. Est-ce que tu veux bien me raconter un peu les constats que vous avez fait, notamment sur qui sont les personnes qui harcèlent? Alors, qui sont les personnes qui harcèlent? Je sais pas si on a suffisamment de données pour te donner c'est Jean-Michel. Voilà, c'est pas Jean-Michel, j'ai pas de nom. Par contre, ce que je peux dire de ce qu'on a sorti des études et que je trouve qu'il y a assez qu'il y a un chiffre qui marque, c'est en fait que ça se retrouve, nous on travaille beaucoup avec les médias, donc sur les médias, les plateformes médiatiques suisses, mais aussi ça se retrouve sur Twitter, c'est que l'immense majorité des propos haineux, qu'ils soient sexistes ou toute autre discrimination, sont publiés par une minime minorité d'utilisateurs et utilisatrices. On va dire utilisateurs parce que c'est quand même majoritairement des hommes, mais ça veut dire que c'est entre 57 et 67% selon les plateformes du contenu haineux qui est publié par 1% d'utilisateurs et utilisatrices. Donc, mais Patrick et Jean-Michel. Voilà, Patrick, Jean-Michel et son leur pote Gérard qui sont là. Le problème, c'est que ces 3 bonhommes sont aussi responsables de 20 à 25% du contenu général qu'on retrouve sur ces plateformes. En fait, c'est des personnes qui sont super actives et donc qui prennent un espace gigantesque et on leur laisse finalement prendre cet espace-là, ce qui fait que non seulement il y a environ 90% de personnes qui sont passives, donc qui subissent ces propos-là, et ça amène, c'est ce qu'on disait avant, c'est que du coup cette infime partie des utilisateurs et utilisatrices font que il y a des femmes qui répondent plus aux médias, qui sont plus journalistes, qui ont arrêté leur mandat politique, il y a des gens qui se sentent pas en sécurité chez eux, etc. Ouais. Mais ce qui voudrait dire donc que si les plateformes, par exemple, je pense à Meta, qui dans je sais plus comment ils appellent ça, les règles de la communauté, les règles de la politique interne, la charte privée, qui ne relève pas du tout de la loi, mais de la loi Meta, respectait leurs propres règles. En fait, on pourrait se débarrasser d'une grande partie de la haine en ligne, puisque normalement, on n'a pas le droit d'avoir des contenus haineux. Et normalement, quand on publie des contenus haineux, on finit par avoir un compte qui est supprimé, et on n'a plus le droit d'avoir un compte. Je pense à Instagram, par exemple, où littéralement, dans leur politique de je sais plus comment ça s'appelle, la communauté Instagram, dans les règles du groupe, il y a cette règle-là de dire, en fait, si ton compte est supprimé, tu n'as pas le droit d'avoir un nouveau compte. Ce que ça voudrait dire que déjà, sans même qu'il y ait les lois, on pourrait se débarrasser de 65% des contenus haineux. Mais c'est simplement leur travail. Le problème, c'est que je pense que entre ce que toi tu considères comme un commentaire haineux et ce que Elon Musk considère comme un commentaire haineux et ce que Jean-Michel considère comme un commentaire haineux, il y a un monde, et que typiquement, si je prends l'exemple, je peux pas trop parler de Meta parce que j'ai
on n'a pas accès aux données de Meta, en toute honnêteté. Mais par exemple, si tu prends, par rapport à notre étude, on a vu, moi j'ai passé des jours et des jours à commenter est-ce que ce commentaire est haineux ou pas. Et déjà moi, en ayant une connaissance de ce que c'est la haine, c'est déjà difficile de dire ça fait partie de la liberté d'expression, ça fait partie du commentaire haineux. La loi suisse te dirait qu'un commentaire du coup sexiste, c'est ok. Et puis même, on a une plateforme en Suisse qui s'appelle Report Online Racism, où tu peux aller dénoncer tous les propos haineux. Et c'est la Commission fédérale contre le racisme qui va venir gérer ensuite et puis porter plainte s'ils pensent que c'est pénal, etc. Et en fait, il y a je crois que c'est un tiers des commentaires qui ils vont aller porter plainte, mais il faut que ce soit extrêmement violent. Donc déjà, c'est que les commentaires qui ont été reportés, et là-dedans, c'est vraiment les commentaires les plus violents qui vont aller jusqu'en justice. Parce que le reste, ça tombe sur la liberté d'expression. Donc, le problème du discours de haine, c'est ça, c'est que il y a une partie illégale qui est petite, et puis il y a la partie qui est moralement pas ok, mais qui reste, en fait, légale. Et ça va du gris foncé, si on veut dire, au gris clair, quoi. C'est vraiment un spectre. Sans compter le fait qu'il faut avoir souvent le contexte pour comprendre le caractère haineux d'un commentaire. Exemple, si tu dis une de moins en réagissant à un post, je sais pas, qui parle de féminicide, si tu comprends pas, si tu prends le commentaire sans prendre ce qu'il y a au-dessus, ce que fait Meta quand il modère, ça fonctionne pas, parce que la phrase une de moins en soi n'est pas particulièrement c'est violente. Mais du coup, toi, tu l'as placé où ta règle de qu'est-ce que tu considères comme, dans ton étude, qu'est-ce que tu considères comme du contenu haineux? C'était quoi les critères? Nous, c'est assez clair, c'est tout c'est une définition générale, c'est tout propos, contenu qui va viser quelqu'un, un groupe ou un groupe de personnes en fonction d'un facteur identitaire. Et donc, mais le problème, c'est que nous aussi, on va aller chercher le langage toxique. Donc, on a d'un côté le discours haineux. Donc, c'est vraiment en fonction d'un facteur identitaire, ce qui va nous permettre d'identifier aussi les groupes qui sont touchés. Et puis, d'un autre côté, aussi tous les commentaires qui vont faire que le débat public est pas très sain. Ça peut aller jusque ta gueule blaireau. C'est pas très intelligent dans le débat public. Donc, on va aussi le repérer. Mais juste pour revenir sur la modération, c'est juste pour montrer à quel point c'est un problème à la fois pour Meta, mais aussi pour les plateformes, les médias, etc. C'est que on a un témoignage d'un journal qui avait fait un article pour dire que ils avaient transformé un ancien camp, c'était pas un article très intelligent, un ancien camp de concentration avait été rasé, ils ont refait un camp dessus et ils accueillaient des réfugiés sur ce même camp. Caboulox. Bref, c'est l'article. Et en dessous, quelqu'un avait écrit « J'espère qu'ils recevront une bonne douche en arrivant ». Ce qui est absolument horrible. Mais comme la modération se faisait à l'étranger, dans un pays qui n'était pas européen, ils n'avaient pas le contexte et le message est resté. Voilà, et c'est pour dire, en fait, il y a vraiment un problème de contexte qui fait que la modération pour les médias et pour les plateformes, ça représente un effort quand même gigantesque en fonction des ressources humaines que tu dois mettre derrière, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, vraiment avoir la discussion en tant que société. Ouais, des ressources humaines qui demandent de l'argent. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que les plateformes essayent de trouver des moyens automatiques de censure, mais ce qui donne aussi lieu au final, à l'invisibilisation des comptes militants qui dénoncent ce qui leur arrive. Qui utilisent, je sais pas, le mot Gwyn, le mot, viol. C'est pour ça qu'on met hashtag MeToo. Le hashtag MeToo, à un moment, était censuré. Oui, je voyais Mauvaise Compagnie qui, au lieu de violeur, elle disait violoniste pour que son poste ne saute pas, quoi. Mais je voudrais juste, là, on parle des discours de haine, du langage, c'est très important et c'est ce qui est le plus facile à objectiver. Et c'est ce dont on parle aussi dans le documentaire. Mais on aime bien rappeler aussi que les cyberviolences misogynes peuvent s'exprimer de 1000 autres manières que simplement par les mots. Simplement, par exemple, ça a déjà été condamné en France, le fait de publier la photo de quelqu'un sans commentaire sur ses réseaux sociaux et puis de voir simplement s'accumuler des choses haineuses. Et c'est la personne qui a publié la photo qui a été condamnée.
l'année. Mais il y a aussi, parmi les joyeusetés qu'on peut vivre, il y a le saccage régulier de nos pages Wikipédia, où il y a des guerres d'édition qui se livrent pour y inscrire des choses absolument farfelues. Florence serait talibane. Non, je me suis réjouie publiquement sur Instagram de l'arrivée au pouvoir des talibans. L'image est souvent utilisée. Enfin, moi, il y a eu un photomontage de mon visage couvert de coups de sperme qui me coulait du visage de la bouche. Des deepfakes, aussi le piratage de tes comptes, de tes comptes de réseaux sociaux, mais les bancaires, le doxing. C'est pas un discours c'est pas un discours de haine, mais on donne ton adresse, l'adresse de ton domicile publiquement sur Twitter, et après, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai reçu une capote pleine de sperme dans ma boîte aux lettres. Donc il était peut-être amoureux. Oui, je ne savais pas comment me le faire savoir. Enfin, voilà. Est-ce que tu avais l'adresse pour lui envoyer un test de grossesse positif? J'ai tellement envie d'aller vider mes cups menstruels partout. Tu rappelles sur PM, Et il y a aussi, au-delà de ça, il y a aussi, et pour le moment, c'est ce dont on souffre, au sens propre ou au sens figuré avec Myriam, c'est la calomnie, la diffamation. Il y a tout un narratif mensonger qui s'est mis en place autour de Myriam et moi. Par exemple, il y a un blogueur contre lequel elle a perdu son procès et que moi je vais essayer de voir avec le juge parce que sinon je vais perdre mon procès. Enfin bon, bref, le mec a débunké tout notre documentaire. En fait, on a menti sur tout, il faut le savoir. Ce sont toutes nos copines qui mentent. Ouais. Mais on les a trahis aussi. On les a trahis en même temps. Notre agenda intersectionnel. Notre agenda intersectionnel, c'est l'ONU, toutes les infos de l'ONU sont fausses. C'est de la merde. Amnesty International ment. Et même sur la traduction des insultes, on ment. Hein, les gens disent on m'a traité de poireau et nous on dit ah non, ça veut dire sale pute. Enfin, bon bref, on ment surtout. Et en fait, ce long article de blog a été pas mal partagé, entre autres par le président du Parti libéral belge, qui est au gouvernement, parce que sur le moment, on a fait daily shit, mais en fait non, c'est grave. Et puis tout le narratif de ce type et d'autres types qui est que nous n'avons jamais été harcelés, nous nous sommes harcelés l'une l'autre pour faire croire à du harcèlement, histoire de créer une carrière. Oui, de décrocher des budgets publics, de détourner des budgets publics pour faire un film sur un sujet mensonger qu'en tout cas qu'on ne connaît pas parce qu'on ne l'a jamais vécu, parce que nous-mêmes sommes des harceleuses. Et donc, moi je voyais sur des articles sur la sortie de mon livre et des gens disaient mais elle ne vient pas d'être multicondamnée pour harcèlement. Je suis là, non. Pas du tout. Pas encore. Tout ce narratif mensonger en fait laisse des traces, et pas seulement parmi les Roger, les Jean-Michel et les Gérard, mais ça laisse une espèce de suspicion généralisée qui ostracise, en tout cas dans notre milieu, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des emmerdes, on passe pour des filles emmerdeuses. Et à un moment, on a dit non mais ça, c'est juste. Plus simplement la réputation, c'est quand même une dimension très importante de nos vies d'adultes, mais encore plus dans la vie des adolescents aujourd'hui. De journalistes freelance. Ton CV, c'est ta réputation. C'est ça, quand t'es indépendant. Enfin, bref, ruiner ta réputation, et Dieu sait s'il est facile et tentant de ruiner la réputation des femmes. Et nous, en tout cas, ça a vraiment jeté, en tout cas, la suspicion sur nous. Personne ne comprend plus trop ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des trucs avec nous, c'est pas clair. On serait quand même des harceleuses, on n'aurait quand même jamais été harcelées. Mais donc ça passe pas par des discours de haine, pas par des menaces de mort ou de viol. On en a aussi, bien sûr. Mais c'est plus insidieux. Et ça, c'est impossible à arrêter. C'est une machine qui, une fois qu'elle est en branle, vous dévore. Et la justice nous dit d'aller jouer ailleurs. Et il y a aucun moyen, en fait, de lutter par rapport à ça. En fait, si. Enfin, on s'est fait des bleus sur la tête à taper dans la porte de la justice. Mais je veux dire, on essaye encore. On n'a pas fini d'essayer. Et pour l'instant, il n'y a rien. Ah, non, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de jurisprudence encourageante. On espère un jour en susciter une. Mais jurisprudence mimi. Jurisprudence mimi flop. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Est-ce que tu n'as rien à faire? Si. Est-ce qu'on a quelques petits spectateurs? Ouais, non, on est là ce soir pour avoir un peu d'espoir quand même. Non, oui, il y a des choses à faire. On espère. Une des raisons pour laquelle on a lancé la Public Discourse Foundation, c'était pour trouver des solutions. Et du coup, on a une équipe de chercheurs-chercheuses à l'EPFZ qui testent des solutions. Il y en a une qui a été publiée maintenant il y a 2 ans. On a prouvé que si on répondait avec empathie aux haters sur Twitter, on modifiait leur comportement. Empathie, ça veut pas dire mon petit chaton. Voilà. Empathie, soyons clairs, c'est pas empathie envers le hater, c'est envers la personne ou le groupe discriminé. Ça veut dire, mettez-vous, imaginez qu'est-ce que ça vous ferait si
on était tout le temps en train de parler que de votre apparence. Ce commentaire est hyper insultant envers la communauté juive. Enfin, voilà, on peut faire de l'empathie de manière complètement différente, mais toujours. On est d'accord, une personne annexe. Ouais. Par exemple, toi qui défend. Moi qui vais mettre un commentaire empathique envers toi. Voilà. D'une personne tierce en répondant à une personne tierce qui te harcèle toi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux. C'est vraiment de s'organiser presque. Hein. Tu vas avoir un interview, tu vas faire la une de je sais pas quel média français, et puis d'avoir des gens derrière qui vont venir faire du contre-discours avec empathie. Enfin bref. Et donc, ce qu'ils ont prouvé, c'est que si on utilise l'empathie, qu'on répond avec empathie, on va modifier le comportement. C'est-à-dire que soit le tweet va être supprimé, le premier tweet directement supprimé, le tweet haineux, et où la personne ne va plus répondre dans le thread, donc va pas continuer, voilà, exactement, et où pendant les 3 semaines qui suivent ne va plus commenter ne va plus tweeter de manière générale haineux. Donc on a vraiment un impact qui est visible en utilisant cette technique-là. Et ce qui nous montre vraiment l'importance, je crois, quand on voit que le reste a de la peine à avancer vite, la politique, la justice, etc., de dire en fait c'est aussi un problème de société civile. Enfin, la société civile peut agir. Je vous ai dit, il y a 1% il y a 1% vraiment qui est problématique, voire 5% si on prend l'entièreté. On a les techniques, on a une solution qui fonctionne, l'empathie, on est en train d'en tester d'autres, et du coup c'est vraiment une question aussi de solidarité et puis de participation. On sait que sur les plateformes médiatiques en Suisse, il y a 10% seulement des commentaires qui sont écrits par des femmes, le reste c'est écrit par des hommes, et du coup c'est vraiment l'idée de se dire participons plus. C'est un acte aussi citoyen de dire je sais pas, est-ce que parmi vous, il y en a qui répondent aux commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les médias? Ça vous arrive? Quoi, vous avez une vie? Mais c'est se dire, en Suisse, il y a des politiciennes, des activistes, des militantes qui ne parlent plus aux médias parce qu'elles vont contre ça. Donc, c'est un peu un acte de solidarité de dire, moi, je vais prendre 5 minutes sur mes toilettes pour répondre à cet article-là parce que je sais qu'elles vont, ça va les aider, en fait, à prendre la parole la prochaine fois. Et je sais qu'en plus, si je réponds avec empathie, je vais avoir un impact positif. Donc, c'est vraiment de se dire, prenons la place puisque ça a un impact si grand dans la démocratie. C'est très bien, mais ça fait prendre aussi beaucoup de risques à ces personnes-là qui sont. J'allais le dire. Oui. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'aussi on est très très peu soutenus, même si on sait qu'il y a plein de gens qui sont outrés par tout ce qu'on reçoit. Je dis on, mais toutes les personnes qui reçoivent de la haine, mais qui vont certainement pas mettre un doigt là-dedans parce qu'elles se disent mais jamais moi je survivrai au tiers du quart d'un demi-raid de ce qu'elles subissent. Et donc on envoie souvent des messages privés, tu as tout mon soutien, je te prends dans mes bras. Et mais c'est sympa, mais en fait on aimerait bien que tu ailles leur casser la gueule plutôt. Ouais, mais du coup c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir que si le message n'est pas dans la confrontation mais dans l'empathie, alors la personne s'arrête de commenter, ce qui n'est pas la même chose que de savoir que si tu réponds à un commentaire, t'as plus de chances. Enfin, je sais que si tu rentres en tout cas dans l'art, ce qui est une chose que j'ai pu faire plusieurs fois, tu vas en fait te reprendre un flot tu vas devenir une nouvelle cible à ton tour. Et après, je pense qu'il y a aussi la question de la quantité, c'est-à-dire que évidemment que s'il y a seulement 2 personnes qui vont intervenir contre tout un groupe de personnes, forcément, elles vont être beaucoup plus identifiables, alors que si on est 100 à commenter en dessous, ça devient vraiment... ça leur prendra plus de temps. Parce que ça dépend des profils des agresseurs aussi, c'est-à-dire qu'en effet, quand on tombe sur c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de Jean-Michel devant les tribunaux, c'est pas parce que les Jean-Michel sont vraiment, c'est non seulement parce que les Jean-Michel écrivent de la merde, et qu'ils essuient mal leurs traces. Voilà. Ils sont pas, tu leur fais des choses. Tu leur dis VPN, ils te répondent GPS, quoi. Enfin, tu vois, ça va pas, ils savent pas masquer leurs traces. Oui, d'ailleurs, énormément quand tu lis les articles sur les procès qui se sont tenus, c'est toujours le retraité a été condamné ou 7 retraités devant la justice. Je savais pas que j'avais appuyé sur Enter. Je savais pas que ça allait s'afficher, qu'elle allait lire. Donc eux, je suis persuadée que intervenir avec empathie
leur permet de s'amender certainement, du moins temporairement. Maintenant, il y a toute la frange des incels, des forums de masculins hyper organisés, qui ont 9 langues, qui ont des techniques, qui ont des VPN, qui ont de Il y a une étude l'argent. récente qui est sortie, qui a montré l'explosion des discours masculinistes depuis MeToo. Donc c'est ça le backlash, c'est ça le retour de bâton. Et ça, on peut leur poster des chatons, leur dire c'est pas très gentil pour les femmes. Attention que j'ai l'air, je ne suis pas du tout en train de caricaturer, de dire tu es mignonne avec tes solutions, mais ça ne marche pas. Mais que il y a une partie du discours de haine qui est un discours qui est très organisé, qui est un discours politique, qui a des visées politiques, Subsidiés par des partis politiques, parfois. Ouais, parfois subsidiés, qui se fout de l'empathie, en fait, qui est vraiment un discours à visée politique. Et là, et c'est aussi un discours qui radicalise, parce que je pense qu'on peut toucher les Jean-Michel en voie de radicalisation, mais les têtes pensantes, on les aura pas comme ça. Or là, il y a vraiment quelque chose à faire, et on intervient pas tout le temps, parce qu'il me faut toujours un peu de temps pour me remettre devant des adolescents, Dans les écoles. avec un œil là, tout ça, et qui disent des choses parfois bizarres. Et il y a toujours des moments de grâce là-dedans. La meuf dont t'attendais rien et qui te tient un discours en te disant déligaturez-moi les trompes, j'en veux comme ça. Mais il y a aussi parfois des jeunes qui tiennent, des ados, des mecs, souvent, qui tiennent des discours masculins, mais dont on sent qu'ils ont été très nourris. érudits. Ah ouais. Ils ont été nourris. En général, c'est les mecs les plus intelligents de la classe, les plus cultivés, qui ont lu plein de trucs. C'est pas en lisant Carpi et Strapi, quoi. C'est construit, ces et trucs. eux, ils tiennent un discours qui est d'autant plus glaçant, qui est très articulé et qu'il est intelligemment agencé. Donc, il y a des influenceurs masculins derrière. Ouais. Ça cartonne parce qu'en plus, ils arrivent souvent par le prisme du coach de dating, enfin, coaching dating, qui est du coup pas du tout politique et qui est un questionnement qu'on se pose beaucoup. Surtout quand on est ado en période de confinement et que du coup on a... Comment intéresser les filles ou du commentaire. Ce truc-là de comment tu séduis, comment tu... Du commentaire, il y a un documentaire français, pour ça il faut ça, un VPN. Déjà, qui est disponible sur France Télévisions, qui s'appelle, c'est une série qui s'appelle La Fabrique du mensonge, et il y en a un sur le procès Johnny Depp, Amber Heard, qui est fascinant dans l'horreur, et qui montre qu'en fait que l'avocat de Johnny Depp c'est adjuger les services d'influenceurs masculinistes pour influencer tout le narratif, influencer l'opinion publique, mais aussi le narratif médiatique sur ce procès. Et donc j'ai perdu mon idée en parlant, mais tout ça pour dire que c'est pas bien. Les jeunes dans les écoles qui sont très articulés au niveau des discours masculinistes. Oui, c'est ça. Aussi les solutions liées à l'empathie. Clairement, je trouve ça formidable et il faudrait plein d'argent. Pour le Jean-Michel mais c'est pas, je pense que je suis tout à fait d'accord. Et en fait, l'idée de cette solution qui est proposée par le PFZ, c'est pas seul, il y a 2 objectifs, c'est modifier le comportement. En fait, on s'en fout que Jean-Michel il pense ça, mais il va modifier son comportement. Franchement, c'est ça. Donc, c'est modifier son comportement à lui, et c'est aussi servir de modèle. Ça veut dire, en tant que citoyenne adulte, en fait, je montre à tous les jeunes de 16 ans qu'en fait, il y a pas que les 2 extrêmes, il y a les 90% au milieu qui se taisent et qui sont témoins, et donc c'est vraiment de dire en fait on montre l'exemple. Et je sais que alors c'est peut-être à l'échelle de la Suisse ça fonctionne mieux parce qu'on est un tout petit pays puis qu'on a moins ce genre de... On est belge, je rappelle. Oui, on a moins ce genre d'attaque organisée, mais je sais en tout cas que les collectifs de femmes que je connais, par exemple des collectifs genevois ou comme ça, quand il y en a une d'entre elles, s'il y en a encore une d'entre elles qui est d'accord d'aller parler aux médias, c'est les 20 autres du collectif et leurs parents, leurs potes, etc. Ils sont tous prêts. Quand l'article sort, ils sont sur tous les articles et ils sont là, et ils sont prêts et ils commentent. Et en fait, ça renverse la tendance. Alors, je dis pas qu'il faut être toujours, je dis pas qu'il faut toujours être, mais c'est juste aussi, c'est de réapprendre, en fait, à utiliser les réseaux en disant, en fait, ma participation, elle est démocratique en quelque sorte, dans le sens où je sais pourquoi je parle. Et effectivement, si on est de plus en plus à le faire, ça met aussi de moins en moins en danger. Et puis c'est aussi d'utiliser des techniques qui sont
pourquoi pas d'utiliser les techniques des agresseurs, enfin des oppresseurs, de dire nous on a créé cet algorithme qui repère les commentaires haineux. C'était aussi de se réapproprier en fait ces outils pour aller dans le sens où on veut. Faire des raids de love. Voilà, exactement. Non, mais c'est intéressant parce que moi, pour le coup, mes amies journalistes, elles ont elles s'organisent, mais d'une manière autre. C'est-à-dire que quand elles veulent faire une promo, un passage télé, etc., en fait, elles confient leur compte à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est plus une organisation de défense. C'est-à-dire de pouvoir vite bloquer les comptes, de pouvoir vite supprimer les commentaires haineux, de pouvoir vite désactiver complètement le compte. Mais du coup, c'est une technique qui est complètement haute, c'est-à-dire c'est une organisation de défense et de bouclier en attendant que l'orage passe. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant, cette idée-là d'organiser des raids de love. Mais bon, ça, il faut être entouré. On est prêt. Et Et surtout, on prend le réflexe de, quand on voit une prise de parole en public, puisqu'en fait, il y a la question de t'organiser toi avec tes proches, mais il y a aussi le fait que nous-mêmes, on voit les contenus. Et c'est vrai qu'on les commente peu. Généralement, peut-être qu'on va mettre un petit like, mais qui va avoir moins d'impact que des commentaires dans une liste de commentaires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant à même anticiper avant même qu'il y ait des commentaires haineux, de mettre directement des commentaires positifs. Si vous avez la flemme, mettez des emojis cœur. Oui, non, mais il y a des groupes, je sais pas si vous avez déjà, vous connaissez sûrement Je suis là. Les hashtags Je suis là, et c'est le départ de l'idée aussi, c'est de dire, c'est des communautés en Europe, pour toutes les langues, qui s'appellent hashtag Je suis là, c'est sur Facebook. C'est suédois, je pense. C'est suédois de base, mais je vais pas le dire en suédois. Donc, je vais le dire en français. Et du coup, qui s'organisent, en fait, qui publient, les gros articles qui vont être clivants de la journée, sur Facebook, et qui disent, moi, je vais commenter, moi, je vais aller liker ton com, etc., pour que, les articles qui sont, on va dire, spotés par Je suis là, ça fait trop du bien, là. Les gens sont pas... Alors, en fait, je pense que tout ça et tout ce dont on parle, c'est vraiment super complémentaire. Donc, il faut en effet des raids de love, il faut des mesures de protection, mais c'est pas, parfois, ça me fait un peu l'effet d'emplâtre sur des jambes de bois. Enfin, je veux dire, la base du problème, j'ai presque envie d'imiter Nadia Dame. C'est le patriarcat. C'est que tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. La base du problème, c'est la misogynie, c'est le racisme, c'est l'homophobie, c'est la transphobie. Et qu'on pourra s'aider entre nous à survivre à ça. Et tenter de lancer des cercles vertueux. Voilà. Mais le problème est que ça existe. On pensait pas que ça existait dans cette pas socialement sanctionné comme ça devrait l'être. Et j'aime bien, alors, moi j'aime bien les petits jeux. J'aime beaucoup les petits jeux. J'ai un petit jeu quand les gens se disent oui, sexiste ou pas sexiste? Je dis, tu remplaces femme par noir ou femme par juif. Si ça te semble bizarre, sexiste. Et donc, j'essaye de jouer à ça. En fait, on est tellement conditionné au sexisme qu'on on en est parfois à se demander est-ce que c'est sexiste ou pas? Et on est obligé de remplacer. Pas que le racisme soit moins... Attention, ça devient la mode. Bientôt, ton jeu ne fonctionnera plus. Non, ça me jette pas. Plus rien à dire. Pourquoi t'es pas Charlie? J'aime bien jouer à ça parce que ça montre aussi à quel point on a toutes et tous intégré le sexisme, normaliser le sexisme, à quel point le sexisme est encore un ressort comique acceptable, là où d'autres types, de même que l'homophobie et la transphobie, faire des blagues sur les monsieur madame, il y a encore des gens qui sont payés, qui sont des comiques professionnels qui sont payés pour faire ce genre de farce, et à quel point en fait on remarque pas que c'est problématique tellement on l'a intégré. Et le problème de base, alors Internet est l'outil via lequel s'exprime cette haine des minorités, de publics minorisés. Mais le problème, c'est pas Internet. Et après, le problème, c'est la misogynie, c'est l'homophobie, c'est le racisme, c'est la combinaison de tout ça. Et là, je pense qu'il y a c'est tout ce qu'on a dit est très important. Les raids de love, c'est important. Le discours, le contre, ça m'intéresse. J'avais jamais pensé. Moi, je réponds avec ma batte de baseball et mes coups. J'avais jamais pensé à répondre avec empathie parce que j'en ai de moins en moins. Mais je pense que tout ça, c'est en attendant un renversement sociétal à fond. Merci beaucoup. Merci.